Donc, en 1912, à l'occasion des Jeux olympiques de Stockholm qui devaient se dérouler cette année-là, Pierre de Coubertin, qui est considéré comme le père des Olympiades modernes, affirme « Une Olympiade femelle est une activité impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. » Donc, il y a beaucoup de préfixes de négation dans cette phrase, ce qui montre bien l'opinion défavorable que cultive Coubertin à l'égard des femmes sportives, une opinion qui est partagée d'ailleurs par une partie de la société au tournant des 19e et 20e siècles. Selon l'opinion publique, le sport est d'abord et avant tout une affaire d'hommes. Et les femmes n'y ont leur place que pour couronner les vainqueurs. C'est une tendance qui se perpétue aujourd'hui. Au Tour de France, des jeunes dames remettent des fleurs aux vainqueurs du maillot jaune et au Grand Prix de la F1, elles sablent plutôt le champagne. Donc, tous ces exemples montrent bien les difficultés que rencontrent les femmes lorsqu'elles veulent investir le domaine sportif, en s'entraîner, c'est-à-dire s'adonner à une activité physique, que ce soit de manière ludique ou à un niveau compétitif, représente une transgression d'un territoire qui est majoritairement occupé par des hommes. Plus encore, ce qui pose problème chez les sportives, c'est la manière dont elles sont appelées à exhiber leur corps en public, une forme d'exhibition qui est jugée déplacée. C'est précisément ce que Coubertin disait quand il affirmait qu'une Olympiade femelle est inesthétique. Donc, considérant ces différents obstacles, il ne faut pas se surprendre que dans les représentations littéraires et iconographiques de la Belle Époque, la sportive, en fait, a souvent été associée à une autre figure d'un féminin dérogeant à la norme, l'Amazone. Donc aujourd'hui, je me propose de m'intéresser à une figure en fait de sportive et d'Amazone en particulier, une sportive mécanique, comme le surnomme Thomas Bauer, et c'est l'automobiliste. Donc durant les années folles, qui constituent un âge d'or de l'automobile, l'imaginaire de la chauffeuse se cristallise, et c'est parfois en empruntant à celui de l'Amazone ses motifs, ses thèmes et ses images, qu'il va se constituer. Et le rapprochement va devenir de plus en plus explicite au fil du temps. Donc en 1901, alors qu'on est au tout début de l'automobile, Georges Prade écrit un article pour le magazine Femina dans lequel il pose une question essentielle de l'existence. Il demande « Une femme peut-elle conduire une automobile ?» Donc, arrivant à la conclusion que les dames de la bourgeoisie peuvent bien devenir chauffeuses, du moment qu'elles choisissent un véhicule qui soit facile à conduire, allant à une vitesse moyenne et qui soit surtout confortable, il dit ceci: « On le voit, le goût a vaincu là aussi la mode, et à l'écuyère a succédé l'Amazone automobile. » Donc, il existerait ici une telle chose qu'une Amazone automobile, même si l'auteur ne va jamais la définir dans le texte. Par contre, elle est suggérée, comme le fait remarquer la critique Rachel Mèche, par l'illustration de Maurice de Thorin qui occupe la partie supérieure de l'article, donc j'ai agrandi. Donc à droite, on aperçoit une représentation de la déesse de la chasse, Artémis, munie de son arc, elle semble prête à tirer sur sa proie, le lapin qui occupe l'autre partie de l'image. Et donc convoquer une telle figure qui est associée à une forme de violence, d'agressivité, de force et de pouvoir, crée quand même un contraste avec le message de l'article, qui, au contraire, prône plutôt une image assez convenue de l'automobiliste. Par exemple, l'image qui est choisie, c'est celle d'une femme qui conduit une automobile avec ses enfants. Il faut se dire que même si ça peut sembler un message contradictoire, ça s'accorde avec la visée souvent des magazines féminins de l'époque. Ils s'assuraient toujours de conserver un équilibre entre tradition et modernité pour normaliser certains comportements qui seraient associés à la femme moderne. Donc ici, l'image de l'Amazone est quand même adoucie par celle de la chauffeuse qui est représentée comme une mère. Cela dit, l'association avec l'Amazone ou la figure de chasseresse et de guerrière va être de plus en plus évidente au fil du temps. Donc dans ma réflexion, je vais m'intéresser à deux pionnières de la locomotion rapide qui ont été comparées à leur époque à l'Amazone, avant de m'intéresser à une figure de papier, Danielle Kimris, qui est l'héroïne du roman de Raymond Drianzi, L'aventure sur la route. Donc en 2006, je lance ici, la critique Elisabeth Geiger-Wolf fait paraître l'ouvrage intitulé « La dernière Amazone », biographie romancée de Camille Crespin-Dugast. Bon, il faut l'avouer, le titre peut sembler un peu audacieux, comme le montrent les communications d'aujourd'hui. Les Amazones sont encore bien vivantes, et c'est sûrement pas la dernière de la lignée qui s'est éteinte en 1942.
Le choix de ce titre témoigne cependant du destin extraordinaire d'une femme de la bourgeoisie qui a été considérée en son temps comme la plus grande sportswoman du monde, en raison de sa nature touche-à-tout. Donc la randonnée, le cyclisme, le parachutisme, le canoë, le tir à l'arc, le ski, l'équitation comptent entre autres à son tableau de chasse, mais aussi l'automobilisme. Donc, figure d'exception qui va fasciner les lecteurs des articles qu'elle écrit pour différents magazines, qui va aussi être l'objet de moqueries de la part de ses adversaires. Elle obtient dans la presse de la Belle Époque 2 surnoms révélateurs, la Valkyrie de la mécanique et l'Amazone aux yeux verts. Parce qu'elle a les yeux verts, évidemment. Donc, qu'est-ce qui explique cette association entre Camille Dugaste et l'Amazone? Donc, d'une part, il faut considérer que la pratique sportive, en raison des efforts qu'elle demande sur le plan physique, des qualités psychologiques qu'elle convoque, et souvent, généralement, en fait, souvent et le plus souvent, va être associée au masculin. Donc, force, courage, endurance, sang-froid, voilà quelques-unes des qualités viriles qui participent de l'univers sportif, mais aussi de l'imaginaire de l'Amazone, qui est présenté dans le mythe comme une écuyère et une guerrière. À cette association entre la nature athlétique de Camille Dugaste et l'Amazone, il faut ajouter bien sûr cette idée d'une lutte. Camille ne pratique pas uniquement des sports pour le plaisir, elle le fait à un niveau compétitif, ce qui suppose qu'elle entre en compétition avec des hommes. Elle est souvent en fait la seule représentante de son sexe aux compétitions auxquelles elle fait part. Donc, au cours de ces événements, elle va donc combattre. Et plutôt que de combattre des armées ennemies, elle va plutôt lutter contre des adversaires qui veulent lui faire mordre la poussière. Et ce qui est intéressant avec Camille Dugaste, c'est que c'est précisément cette lutte qu'elle apprécie dans sa pratique. Donc, je cite un extrait d'un article qu'elle publie pour le magazine Je sais tout, qui s'intitule « À deux doigts de la mort ». J'aime le combat. J'aime lutter contre des adversaires de bonne foi. J'aime courir la chance de sensations nouvelles, où le corps et l'esprit sont tendus, et où il faut se servir de ses muscles et de son cerveau pour ne pas succomber. J'aime le danger qu'on affronte et auquel on échappe. J'aime mener une machine qui est l'esclave parfois indocile de ma volonté. J'aime surtout, moi, femme, triompher de fatigue qu'un homme ne supporte qu'avec peine, et montrer qu'avec de la volonté et de l'énergie, une femme, une faible femme, peut arriver à réaliser des prouesses. Donc, utilisé à 3 reprises ici, le mot « femme » traduit une prise de position. Camille Dugaste considère que son amour de la compétition, du danger, de la machine n'est pas incompatible avec sa nature féminine. Elle est femme et sportive. Et quand elle dit une faible femme, elle reprend les préjugés pour mieux les invalider. Et donc, en cela, Camille Dugaste ne se positionne pas ouvertement du côté du masculin, une idée qui est renforcée par son apparence physique. Donc, sur cette image, on peut voir Camille Dugaste lors de la course annuelle de l'Automobile Club, qui a eu lieu entre Paris et Berlin en 1901. Donc, coiffée d'une casquette, qui est quand même le signe distinctif des chauffeurs à l'époque, elle porte une robe. Donc, elle emprunte ainsi une apparence féminine, une manière de diffuser les craintes à son sujet. Et donc, elle ne va pas jouer sur la transgression physique du masculin et du féminin, comme le fait l'Amazone, et comme va le faire en fait une autre pionnière de la locomotion rapide, Violette Maurice. Donc nous sommes en 1930. On pourrait croire 2 décennies après les exploits de Camille Dugaste et 1 décennie après la Garçonne de Victor Marguerite, que les femmes automobilistes ne susciteraient plus autant, ne feraient plus autant de vagues, ou devrais-je dire, elles ne soulèveraient plus autant la poussière. Donc après tout, les contemporains ont vu plus scandaleux encore. Et pourtant, en février et en mars de cette année-là, va se tenir à Paris un étrange procès autour d'une chauffeuse, en Violette Maurice, à qui on reproche de porter le pantalon. Vous allez la voir ici. Donc, pour la petite histoire, en 1927, la même année où elle remporte le Bol d'Or, qui est une course automobile, la Fédération féminine sportive de France va lui retirer sa licence, craignant que la nature controversée du personnage ne fasse du tort à l'image de l'association. Donc, va s'en suivre un procès en 1930 qu'elle va perdre, au cours duquel l'avocat de Maurice va essayer de prouver la légitimité de la masculinisation du vêtement sportif. Or, ce qui m'intéresse particulièrement chez Violette Maurice, c'est la manière dont elle pousse à l'extrême l'imaginaire de l'Amazone. Donc, adepte de boxe, de football, d'haltérophilie et de tir à l'arc, pour ne nommer que ceux-là, elle possède de l'Amazone la vigueur physique, qui est exacerbée chez elle parce qu'elle pratique des sports violents, c'est-à-dire qui demandent un contact physique avec l'adversaire.
Et elle se montre surtout capable de surpasser les hommes et de les dominer dans le domaine sportif. C'est un univers qui a été utilisé, le domaine sportif, durant les années folles, pour reconstruire une masculinité en crise. Donc, investir ce domaine-là, c'est une double transgression. Chez Maurice, sa pratique sportive va avoir des répercussions sur son apparence physique. L'entraînement intensif modifie la morphologie féminine, augmente la musculature, ce qui crée un trouble dans le genre, un trouble qui est accentué chez elle par son apparence vestimentaire. Plus encore, ce sont différents éléments de sa vie qui vont soulever les inquiétudes et tendre à l'associer à l'Amazone. Donc, on raconte qu'elle mènerait une vie sexuelle sulfureuse, selon les rumeurs, un soupçon d'ordre moral qui pèse parfois sur la guerrière mythologique. En célibataire, l'Amazone est tantôt accusée de s'unir à l'homme pour le simple plaisir, et tantôt d'entretenir avec les autres membres de sa communauté des relations. Et il s'agit d'ailleurs d'une des critiques qui a souvent été faite à l'époque sur les femmes sportives. Dès le moment où celles-ci se réunissent en groupe, en organisation, elles vont être accusées en fait d'entretenir des relations entre elles. Comme le dit Christine Bard, sur les sportives plane systématiquement le péril lesbien. Enfin, il faut souligner un dernier aspect de sa vie en lequel se cristallise l'imaginaire de l'Amazone. Donc, on raconte que Violette aurait subi en 1929 à Paris une double mastectomie, geste qui horrifie la presse. Quand on lui demande pourquoi procéder à une telle mutilation, qui est l'un des gestes forts de l'imaginaire de l'Amazone, elle va répondre tout bonnement que c'est pour être plus à l'aise dans les étroits bolides de course qu'elle pilote. Évidemment, c'est pas le cas ici, mais les bolides de course à l'époque ressemblaient à une sorte de torpille. Il y avait cette apparence de fuselage d'avion. Donc, si l'Amazone du mythe se coupait le sein pour mieux manier les armes, Violette, elle, sacrifie son corps et de surcroît sa féminité sur l'autel de l'automobile. Donc, non, décidément, Camille Dugas n'aurait pas été la dernière de la lignée. Donc, laissons là les Amazones pour nous plonger à présent dans la fiction. Donc, dans l'aventure sur la route, roman d'une faible femme et de sa petite auto, qui est un texte qui a complètement disparu aujourd'hui, c'est tombé dans l'oubli, l'imaginaire de l'Amazone va encore une fois flirter avec celui, en fait, l'imaginaire de l'automobiliste flirte avec celui de l'Amazone. Donc, je résume brièvement l'œuvre. Danielle Kimris a subi une rupture amoureuse qui l'a laissée profondément meurtrie, et elle décide de parcourir les routes de France en automobile. Et au cours de cette déambulation, elle va faire la rencontre de deux jeunes hommes qui vont lui servir tour à tour de passagers et vont aussi tomber tour à tour amoureux d'elle. Donc se trace déjà l'imaginaire de l'Amazone puisque les rôles entre hommes et femmes sont inversés. La femme occupe les commandes alors que les hommes tiennent le rôle de passagers, passifs et obéissants. Donc en gardant les commandes de l'automobile, en tenant le volant qui est un symbole de pouvoir, elle s'érige en capitaine du navire et s'assure ainsi de conserver l'ascendant sur ses passagers. Or, cette inversion ou ce mélange des genres se traduit également sur le plan physique, parce que Danielle conjugue les traits du masculin et du féminin. Donc, il se consolait en détaillant cette jolie personne qui lui faisait vis-à-vis. La petite tête aux cheveux courts avait un charme ambigu, presque androgyne. La bouche était très rouge, sous un nez droit un peu sensuel, dont les narines palpitaient volontiers. Les sourcils noirs formaient un arc assez diabolique, au-dessus des prunelles vertes. Quand celle-ci se levait sur lui, Firmin perdait le contrôle de sa pensée et de ses gestes. Tantôt effrayante, tantôt séduisante, Danielle est placée très tôt dans le récit sous le signe de l'entre-deux. Un fardeau que doit également porter l'Amazone, qui, si elle est dotée d'une force physique qui l'associe à l'homme, est également définie par sa sensualité. Donc elle s'incarne vraiment en sexual hybrid, pour reprendre l'expression de Pascal en la prononçant bien moins bien. Et elle possède aussi cette beauté de l'étrangeté, autre expression que j'emprunte à Pascal. Mais au-delà de l'apparence physique, c'est aussi, en fait, l'apparence du visage, c'est également par son corps, surtout que Danielle va s'incarner en avatar de la guerrière antique. Donc l'une des scènes du récit au cours de laquelle l'héroïne fait des exercices de gymnastique en tenue d'Ève en témoigne. Donc je cite ici. « Certes, elle était belle, la jeune femme toute nue dans la fraîche lumière. Elle était étendue sur le dos, à même la carpette dans la chambre d'en face. Il était visible qu'elle faisait un exercice de gymnastique suédoise. Danielle, consciencieuse et appliquée, répéta plusieurs fois cet exercice avant de bondir sur ses pieds nus. Alors, elle dressa de profil un corps allongé de jeune guerrière. Il comparait ses tissus trop gras, trop lâches, trop blancs, au corps plein et musclé de la jeune guerrière. Quel sang généreux coulait sous cette peau dorée,
quelle vie intense gonflait ses beaux muscles, dont les fuseaux formaient des dessins fugitifs. Donc Daniel n'est pas de ces femmes d'autrefois, à la peau couleur d'ivoire et aux formes généreuses. De son corps athlétique se dégage une impression de force, de souplesse et de santé, et ce sont précisément ces qualités qui la rendent attirante aux yeux du personnage masculin. Donc, il faut bien souligner que la description de Daniel suit vraiment plusieurs modes lancés dans les années 20. Donc, c'est une période qui est marquée par le développement de nouveaux canons de beauté, l'essor de l'industrie des cosmétiques, du bronzage, la popularisation du sport féminin et bien sûr le phénomène de la garçonne, constituent des effets de mode qui vont tendre à faire en sorte que la silhouette féminine ressemble à celle de l'Amazone. Dorénavant, les corps de jeunes guerrières aux muscles saillants sont préférés aux corps pâles et inactifs d'autrefois. Outre ces renvois implicites, c'est également par des comparaisons que Raymond de Rienzi associe Daniel à la guerrière mythologique. Un peu comme dans l'article de Féminin, il va associer son héroïne à Artémis. Il dit « Daniel, chasseresse endormie entre les fauves, Daniel, petite Artémis aux yeux verts qui repose. » Donc cette comparaison peut sembler surprenante, parce que Artémis et Daniel appartiennent à deux univers complètement différents. La première appartient au domaine de la nature, à l'organique, alors que la seconde est une mécanicienne, elle appartient au domaine de la machine. Mais ce qu'il faut considérer ici, c'est que la comparaison est surtout une manière pour l'auteur d'inscrire sa figure dans la lignée, une lignée de figures féminines fortes et émancipées. Et c'est un phénomène qui se cristallise lorsque l'auteur va qualifier son héroïne d'Amazone aux yeux verts. Rappelons-nous, c'est le surnom qui était donné par la presse à la Belle Époque à Camille Dugast. Et donc en Daniel, Rienzi voit ainsi une descendante directe de Camille Dugast. Il lui accorde d'une certaine façon un ancêtre célèbre. Au-delà des questions esthétiques, j'aimerais m'attarder un peu sur un aspect particulier de la figure de l'automobile, et c'est son rapport à la vitesse. La prodigieuse vitesse que lui confère le moteur de son véhicule. Donc, dans le cas de l'héroïne de Raymond de Rienzi, les plaisirs de la locomotion rapide l'emportent toujours sur la prudence. Elle est systématiquement aveugle au danger qui rôde sur la route, à la mort qui l'attend au tournant. En seul compte le désir qui l'anime, la volonté d'en avoir toujours plus. Donc, je cite un extrait. Un grand bruit montait du métal furieux. C'était la fantastique chevauchée du roi des ondes, des sorcières et des valkyries. Les arbres couraient, les croupes herbus plongeaient et remontaient comme des vagues. Des ombres et des lumières rapides fouettaient les visages. Toute la terre avait pris un galop frénétique. Donc, dans ce passage, l'auteur met l'accent sur les effets de la vitesse, la course infernale de l'automobile dans l'espace est comparée à la chevauchée fabuleuse de différentes figures. Le roi des ondes, qui est une créature maléfique issue du folklore allemand, et des sorcières. Mais c'est particulièrement celle des valkyries qui m'intéresse. Donc, probablement inspirée par l'opéra de Wagner de 1870, La Valkyrie. Raymond de Rienzi rapproche son héroïne d'autres figures divines. Donc après Artémis, il les associe aux Valkyries, qui sont dans la mythologie nordique des redoutables guerrières, qui ont souvent été associées aux Amazones. Donc on raconte au sujet des Valkyries, elles excitent les combattants par l'amour que leur charme insuffle en leur cœur, par l'exemple de leur bravoure en tête des batailles, sur des coursiers rapides comme des nuages. Donc ce qui m'intéresse particulièrement avec les Valkyries, c'est qu'elles ajoutent à l'imaginaire de l'Amazone un élément particulier, c'est la vitesse. Les Valkyries sont aussi des messagères des dieux, et on dit d'elles qu'elles transpercent les nuages à toute vitesse sur des chevaux ailés. Elles sont donc connues pour la rapidité de leur monture, ce qui fait qu'elles s'associent naturellement, si on veut, à l'automobiliste. D'autres vont faire l'association. Léon Bonnotte, dans une image qu'il fait pour le magazine Fantasio en 1925, dit « Les petites Valkyries avancent à l'allumage ». Donc il met ici en scène deux jeunes filles à l'allure garçonne, assises sur une motocyclette. Elles roulent à toute vitesse, ce qui indique le flottement de leur manteau et de leur foulard qui se déploient à l'arrière, et bien sûr la fumée qui émane de la roue de la moto. Donc à la vue de cette image, on peut se demander, s'aimeront-elles la mort sur leur passage comme autrefois les Valkyries sur le champ de bataille? Difficile à dire, surtout que leur sourire inspire la confiance plus que la méfiance. J'aimerais surtout remarquer dans l'image l'accoutrement et la pose des deux jeunes filles, la jupe relevée de la passagère qui laisse entrevoir son porte-jartel et la manière dont elle enlace la taille de la conductrice afin de ne pas s'envoler. Laisse planer sur la scène un soupçon d'érotisme. Donc après tout, on disait bien des Amazones qu'elles avaient fondé l'île de Lesbos.
Et donc, dernier détail que j'aimerais souligner, c'est le fait que la femme ici n'y apparaît pas seule. Hein, le sens de la communauté est très important dans l'imaginaire des Amazones. Et dans le roman de Raymond Rienzi, Danielle apparaît seule. Donc elle est d'une certaine façon dépossédée du pouvoir que lui procure sa communauté. Et donc pour gagner en force, elle ne peut compter en fait que sur son automobile qui n'attend que le signal du départ pour s'élancer dans la bataille. Donc nous voilà arrivés au terme de notre parcours, hein, que j'ai fait un peu pédale au plancher. Au début du 20e siècle, alors que l'automobile s'impose dans les rues des grandes métropoles occidentales, hein, reléguant les calèches et autres véhicules hypotraqués aux oubliettes, pour ne pas dire qu'ils les posent dans le fossé, les artistes, écrivains et journalistes découvrent en fait une nouvelle figure susceptible de nourrir leurs œuvres, l'automobiliste. Pour construire l'imaginaire de cette figure singulière, ils puisent allègrement dans celui de l'Amazone, cet autre modèle d'un féminin affranchi. Son corps musclé, sa vigueur physique, son esprit combatif, sa détermination, son goût pour la lutte, inscrivent en effet la chauffeuse dans la lignée de cette guerrière mythologique. Mais la chauffeuse, par sa relation à la vitesse, élément anxiogène et incroyable source de pouvoir, s'élève à un autre niveau. En elle s'incarne l'Amazone moderne, une Amazone qui préfère l'automobile au cheval et le volant à l'arc. Merci.